Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zone Franche, le rendez-vous où l'on décrypte l'actualité politique et citoyenne. Le Bénin vit une période de profond changement. La récente révision de notre loi fondamentale a secoué le paysage politique, suscitant des débats passionnés sur l'avenir de notre démocratie. La création du Sénat, les mandats de 7 ans, ces retouches constitutionnelles sont-elles une véritable feuille de route vers l'apaisement politique et le développement durable, ou soulève-t-elle de nouvelles interrogations? Au cœur de cette dynamique, l'élection présidentielle à venir monopolise toutes les attentions. Et c'est justement autour d'une figure qui cristallise beaucoup d'espoir, le ministre d'État Romuald Wadayi, l'Argentine nationale, et d'une plateforme qui porte sa vision, que nous allons nous concentrer ce dimanche matin. Nous allons plonger donc au cœur de l'action de la jeunesse Wadayi. Quel est le bilan concret de leur descente sur le terrain? Comment leur activisme répond-il aux réformes initiées par le chef de l'État, le président Patrice Talon? Et surtout, comment gère-t-il l'engagement, mais aussi l'éventuel désenchantement de la jeunesse? Pour répondre à toutes ces questions brûlantes, pour nous éclairer ce dimanche, nous recevons Laurent Zomaï, il est conseiller communal et président de la plateforme Jeunesse Wadayi. Laurent Zomaï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Chers téléspectateurs, bonjour. Eric Guédénon, bonjour. Bonjour, Franck Aounou. Monsieur Laurent Zomaï, bonjour. Bonjour, cher collègue. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. Merci beaucoup, c'est moi. L'actualité est très riche ces derniers jours au Bénin. Vous suivez aussi ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Comment appréciez-vous l'acte posé récemment par les députés avec la récente révision de notre loi fondamentale? Merci beaucoup, cher journaliste. D'entrée, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre invitation. Et déjà, je peux vous dire que l'acte posé par nos députés à l'Assemblée nationale le 14 novembre passé est un acte noble. Noble en ce sens que cela s'oriente vers le développement donc durable de notre nation. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous évoluez, il faut s'asseoir, faire l'état des lieux et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et centrer le débat. Et je pense que c'est ce qui est fait. Et au thème donc des interrogations et des analyses, il urge que cette révision de la Constitution ait lieu en ce moment précis. Vous avez sans doute observé les différentes modifications intervenues dans le cadre de cette révision. On parle de l'instauration du Sénat, de mandat de 7 ans justement. Quelle lecture faites-vous de ces grands changements? Merci beaucoup. Il faut avouer que notre Constitution de 90 instaure à ce que la révision peut intervenir à tout moment. Et donc cela donne prérogative aux législateurs et donc d'initier cet acte. Et c'est ce qui est fait. aussi une raison de modifier la Constitution chaque fois. Nous avons connu en 2019 une révision, voilà, et puis nous y sommes encore. Oui, comme je le disais à l'entame, notre Constitution le consacre et donne plein droit et permet quand même que la modification donc de ces lois s'intervienne par moment, toujours, parce qu'en réalité, lorsque vous évoluez, et il n'y a rien à faire, on essaye, le monde est un changement perpétuel. Et donc, du coup, les choses évoluent. Ce que nos parents ont vécu il y a 50 ans, ce n'est pas la même chose que nous vivons aujourd'hui. Et donc, ce changement devrait intervenir à un moment donné, forcément, de nos vies, pour pouvoir corriger un tant soit peu ce qui doit être corrigé pour que le développement continue normalement comme cela se doit. Il faut avouer que les 10 dernières années, le Bénin a connu une mutation en termes donc de développement énorme. Et il ne faut pas occulter cela. Et donc, en tant que jeunes, nous, on peut déjà dire que si cela est venu en notre temps, c'est parce qu'il le faut. Alors, quand on passe de 5 ans à 7 ans pour le mandat présidentiel, est-ce que ça répond vraiment à un besoin, selon vous? Oui, monsieur cher journaliste, je peux déjà vous dire que même les 7 années peuvent sembler encore un peu moins. Vous savez, lorsque notre Constitution de 90 dit 5 ans renouvelables, ça veut dire qu'on donne l'occasion d'aller à 10 ans. Donc on pouvait aussi aller à 10 ans d'un seul coup. Et aujourd'hui, lorsque nos chefs d'État passent 5 années, 10 années,
on sent en eux qu'ils n'ont pas encore atteint l'objectif fixé par eux-mêmes. Et donc, il faut quand même leur donner le temps, donner surtout le temps aux élus, que ce soit au niveau présidentiel, au niveau législatif et au niveau donc de nos communes, le temps de mettre leurs projets en place, de les exécuter et de satisfaire le peuple. Je prends un exemple. En 2016, je prends le tout dernier exemple. En 2016, lorsque Patrice Talon était venu, vous avez constaté avec nous que pendant les 2 premières années, ça semblait tout comme si rien n'allait dans le pays. Rien ne bougeait, je vais dire, rien ne bougeait. Et donc les gens se disaient, mais avec tout ce qu'il a vanté pendant les campagnes, pendant 2 ans, on ne constate rien du tout, le pays est amorphe, tout est mort et calme. Or, le monsieur faisait un travail intellectuel que personne ne pouvait voir. Ce n'est pas tangible. Et au terme donc de ces 2 troisièmes années, nous avons commencé par voir les choses qui fleurissaient, la question donc de l'asphaltage et autres. Et je pense que les premières rues qui ont été asphaltées au Bénin, votre rue ici à côté donc de Canal 3 en faisait partie. Et donc, depuis cette année 2018-2019, que les actes de développement ont commencé par être posés, le pays est resté de façon perpétuelle en chantier, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et par le passé, et pour les régimes défunts que nous avons connus en notre temps, à 2 ans déjà des élections, c'est-à-dire quand un président vient au pouvoir 3 ans après, il avait déjà passé peut-être 2 ans à niveler, et à casser le travail intellectuel, et même des fois, puisque souvent l'alternance se faisait entre opposants et opposition, quand l'un vient, il faut casser ce que l'autre a fait et reprendre à zéro. Donc il a déjà perdu 3 années, 2 ans pour le faire, il commence la campagne en même temps, pour se faire réélire. Et pendant ce temps, le pays n'allait pas du tout. Et s'il arrivait à briguer au second mandat, là, il passe 3 années à faire quelque chose. Et les 2 autres années, c'est comment se faire élire son dauphin. Et comme ça, la campagne commence. L'administration est paralysée. Et donc, rien n'allait. Tout ce que nous faisions dans le pays, c'est comment faire des meetings de jeunesse, c'est comment faire des meetings de remerciement pour la nomination d'un tel DG ou d'un tel ministre. Et donc, vous voyez, on est resté dans cette constance qui ne nous arrangeait pas du tout, qui faisait que le pays tournait en rond. Et on a fait ça pendant près de 30 ans. Mais pour les 10 dernières années que nous sommes en train d'achever, vous convenez avec moi qu'il y a eu d'abord une résistance. Le gouvernement est resté dans sa position de développeur. Et on ne dirait pas qu'il est resté sourd, mais il a une constance quand même en termes d'action. C'est des gens qui ont un plan et qui ont un schéma d'évolution, un schéma de travail, et c'est sans recul. À 5 mois des élections, il y a plein de chantiers qui sont en cours. Rien n'a arrêté. L'administration fonctionne normalement. Aucun administratif sur le terrain politique pour dire je vais aller faire campagne pour tel candidat, quand il sera élu, je serai nommé. Non, il n'y a pas ça. Alors, Monsieur Jomaï, si vous trouvez, vous êtes aisé à démontrer la pertinence de 7 ans de mandat, qu'est-ce que vous diriez alors pour convaincre les téléspectateurs sur la création du Sénat, par exemple, la trêve politique qui a été instaurée par la révision de cette constitution et bien d'autres changements intervenus? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je parlerai d'abord de la trêve. La trêve, au fait, c'est pour permettre aux Béninois de travailler. Il n'y a pas de vie en réalité sans travail. On peut crier pauvreté, richesse, machin. Lorsque vous ne travaillez pas, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas vivre. Donc, il faut qu'on se donne un temps de travail et un temps de la politique. Les gens ne sont pas des travailleurs? Nous sommes des acteurs politiques, excusez-moi, nous sommes des acteurs politiques et nous savons à peu près comment ça fonctionne. Sur nos terrains, je suis un élu. En plein temps, tu dois être en campagne. 5 ans sur 5. C'est pas possible. C'est difficile pour les politiciens de vivre d'abord et de survivre. Être au contact de la base, des populations, est-ce que c'est être forcément en campagne? Vous êtes obligé parce que si vous revenez au dernier moment, vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné. Et donc, cette trêve, on en a besoin pour que les gens aillent véritablement travailler et revenir en politique, pour ceux qui sont des acteurs politiques. Vous voyez? Et il faut faire aussi la part des choses. Qu'on ne mélange pas le temps politique au temps de travail. Non. Une trêve de 6 ans et 1 an pour faire de la campagne.
chaque acteur politique ira vanter lui son projet à ses mandants et qu'ils le choisissent ou non. Mais cette trêve, je dirais, soulève quelques inquiétudes de la part de quelques observateurs. Cela suppose que on veut empêcher l'opposition, par exemple, en tout cas selon leur compréhension, de travailler, de faire de la critique. Non. Cette trêve, c'est pour empêcher les meetings tous azimuts. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut qu'on relise un peu les dispositions qui sont prises dans le nouveau test proposé. C'est pour empêcher la politique en plein temps. La politique en plein temps dont on parle, on n'empêche pas les opposants de faire des critiques. Mais ils vont faire des critiques qui iront dans le sens du développement. Vous critiquez, mais faites en même temps une proposition. Sinon, c'est tout comme si nous vivons une opposition radicale, radicalisée, et qui, en réalité, ne fait que peindre tout ce que l'autre fait en noir. Mais celui qui vous critique, c'est une autre manière de vous dire attention, là ça ne va pas. Oui, mais en même temps, on a besoin de l'opposition qui critique, mais qui fait en même temps des propositions. Vous savez, le pays, c'est pour nous tous. Les opposants, ce n'est pas qu'en voulant venir, ils vont venir tout détruire le pays, tuer les Béninois. Non, c'est toujours pour poser des pas de développement. Mais pourquoi ce que les autres y pensent? Pourquoi, après avoir critiqué, on a fait des propositions? Telle chose que vous faites de mal, nous pensons que si on le fait comme ça, ça allait marcher. Mais que de vouloir critiquer tout le temps, parce qu'au fait, nous, là, la science infuse. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, du coup, lorsque les autres, souvent, lorsque on est sur le terrain comment on appelle, sur le terrain de jeu, soi-même, on a du mal à apprécier. Mais c'est ceux qui sont souvent dans les gradins qui apprécient très facilement. Vous voyez? Et donc, on a besoin d'une opposition constructive que destructive. Et donc, voilà. Mais au même moment, quand on observe comment l'opposition fonctionne, et quand on jette un regard aussi de la façon dont la mouvance fonctionne, on a le sentiment qu'on applaudit tout. Oui. Quand bien même on est conscient que c'est mauvais l'acte qu'on est en train de poser. Est-ce que c'est aussi ça? Non, on n'applaudit pas tout. Nous qui sommes au sein donc de l'appareil, quelles qu'en soient nos positions, nous faisons des propositions. Ce n'est pas des choses qui forcément il faut aller étaler. Vous savez, pour mieux parler à son enfant, pour mieux parler à ses parents, il faut le faire dans une mesure donnée. Si pour dire à mon père, papa, ce que vous faites n'est pas bon, si je dois aller crier au portail ou dans la maison, mon père ne sera pas d'accord avec moi. Ça, c'est en famille. Donc, du coup, nous sommes toujours en famille. En démocratie. Le pays, c'est une famille. Les Béninois sont les mêmes. Nous ne sommes pas différents, en réalité. Tout ce que les autres présidents ont fait par le passé, c'est pour nous aujourd'hui. C'était pour nos parents, mais c'est pour nous aujourd'hui. Ce que les autres font aujourd'hui, c'est encore pour nous et ce serait pour nos enfants ou nos frères demain. Et donc, du coup, c'est la même chose, c'est la famille. Nous ne sommes pas des ennemis dans le pays. Il peut y avoir l'opposition dont on parle, même si ce n'est pas un nom qu'il faut. On peut parler de position et de camp, mais lorsque on parle d'opposition, c'est tout comme s'il y a une guerre entre deux formations politiques. C'est pas le Bénin c'est la démocratie qui veut qu'il y ait quand même. Mais il y a de démocratie dans les pays comme la France, les États-Unis, mais on ne parle pas d'opposition. On parle de gauche, on parle de droite. Maintenant, parlez-nous du Sénat. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, par rapport au Sénat, vous savez, c'est une malcompréhension. D'abord, on est très pressé. On est très pressé. Il y a des gens qui n'ont même pas encore eu le temps de lire une petite ligne, même pas une seule phrase. De ce qui a été proposé. Est-ce qu'on a aussi pris le temps d'expliquer ce qui a été proposé? Il se jette dans l'opinion. Oui, Laurent Zomaï, est-ce qu'on a pris aussi le temps d'expliquer ce qui a été proposé avant de passer au vote? Ce n'est pas une révision. C'est pas une révision référendaire. D'accord? C'est une révision parlementaire qui a été organisée. Vous voyez? Donc, on peut se passer du débat. Non, on ne peut pas se passer du débat. On ne peut pas se passer du débat. Les députés, je pense qu'ils sont en contact avec leurs mandants, ils sont en contact avec leurs militants. Vous les avez vus dans vos circonscriptions électorales? Bien sûr. Moi, sans vous mentir, avant de venir... Avant le vote? Lorsque vous m'avez invité, je sais qu'on ne m'a pas dit le contexte, mais je sais que forcément ça peut venir. Moi, j'ai rencontré de mes députés avec qui j'ai échangé sur la question. D'accord? Et en dehors de ça, j'ai eu le document, j'ai jeté un coup d'œil. C'est très important. On ne peut pas venir ici les bras branlants ou la tête vide pour dire que je veux venir sur l'émission. Ce n'est pas possible. Et donc, du coup, par rapport au Sénat, il faut prendre le temps de lire le contenu. D'abord, la Constitution. La Constitution, donc, du Sénat, c'est les anciens présidents de la République
les anciens présidents des autres institutions comme l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. C'est quand même des gens qui ont géré le pays et qui ont une vision globale du pays. C'est des gens qui ont une certaine expérience de la gestion du pays, que ce soit sur le plan législatif ou sur le plan exécutif, même constitutionnel. Et donc, du coup, ceux-là réunis, vous pensez qu'ils vont mal orienter le pays? C'est pas possible. Et leur rôle, pour ce que j'ai lu et pour ce que j'ai compris, Oui. c'est d'accompagner. En fait, c'est une deuxième chambre à l'Assemblée nationale. C'est d'accompagner les députés dans leur choix ou dans l'orientation de leur proposition de loi ou des lois qu'ils vont voter. Si les députés veulent voter ou votent donc des lois qui ne cadrent pas avec, étant donné qu'ils sont actuellement dans les gradins, ils ne sont pas à l'acte, ils seront une vue facile d'apprécier ce que les députés proposent par rapport à ce que le peuple veut. Comme ça, ils pourront orienter les députés Et ce que à le recadrer. peuple, Et c'est pas fini. Ce que le C'est peuple pas- veut, Oui. est-ce que les députés ne sont pas à même de le savoir mieux que même les sénateurs? Parce que eux, ils sont dans la population. C'est Les élus. sénateurs ont des expériences que les députés n'ont pas. Les sénateurs, eux tous pris ensemble, ont des expériences. Législateurs, président de l'Assemblée, vous êtes d'accord avec moi, président de la Cour constitutionnelle, et puis président de la République. Ils ont quand même des expériences que même le 4/5e des députés n'auront pas ou n'ont pas. Et donc, du coup, on a besoin de leur concours, on a besoin de leur expertise pour construire ce qui doit être. D'accord. Et C'est vrai donc, que voilà, si les gens sont dans ces rôles, et en plus, ils sont comme des conseillers au président de la République. C'est pas comme on dit, ils peuvent démettre des ministres. Non, nulle part je n'ai lu ça dedans. Donc, il faut que les gens évitent aussi de polluer l'opinion publique et pour des choses qui n'existent pas. Alors, j'entends bien votre argument sur l'expérience dont on a besoin de ces personnes pour constituer le Sénat. Vous savez, dans notre opinion, au niveau justement de nos concitoyens, nous en avons qui gardent un souvenir amer ou douloureux de certaines personnalités à certains postes. Ouais. Alors quand on les retrouve au Sénat pour conseiller un président qui est élu, des gens qui ont pris de mauvaises décisions, avouons-le, c'est déjà arrivé, et on les met aujourd'hui dans la peau d'un homme expérimenté, sage, qui va conseiller quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on ne va pas reprendre avec les mêmes erreurs? Je reviens. Je reviens pour vous dire. Lorsque vous êtes dans le jeu, on apprécie mal. Parce que lorsque je suis chef, moi j'ai ma position, mais les collaborateurs ont une autre position carrément. Parce que vous n'avez pas les mêmes visions. Ceux qui s'étaient mal comportés en tant que autorité de haut niveau. Réseau d'institutions. Oui, qui ont d'accord, pris on des est d'accord. décisions, On est d'accord. Ça, des fois, Et puis, ça- c'est des des fois, choses là on où prend on aussi va des des conseils. décisions. On prend aussi des décisions par contrainte. Des fois, si vous avez géré une fois, vous comprendrez bien ce que je dis. Et je sais que vous comprenez bien ce que je dis. Non, Et donc aujourd'hui, C'est pour les téléspectateurs qu'il faut. c'est vous qui expliquez. Ah, Oui, non, Parce que vous les dites là, téléspectateurs comprennent déjà. Ils comprennent déjà. Avec tout ce qu'on est en train de dire, ils vont prendre le temps d'aller dans le contenu donc des tests, Des tests. et comprendront que vraiment c'est pour le bien de notre nation. Alors, est-ce que vous pensez que, Eric, vous permettez que Allez-y. cette retouche constitutionnelle va véritablement apaiser le paysage politique pour favoriser, comme on l'a dit depuis le vote de cette révision, le développement, ou comment vous appréciez cela? Parce que il y a beaucoup de débats qui se font autour pour dire mais c'est pour contrôler, ce n'est pas beaucoup plus pour le développement tel qu'on est en train de le vendre à l'opinion publique. Qu'est-ce que vous avez à dire pour véritablement convaincre de ce que cette retouche-là, c'est vraiment pour accompagner le développement? Je voudrais d'entrée dire à nos compatriotes, jeunes d'abord, et puis à toute la population béninoise, qu'en réalité, le vote ou cette révision donc, de la Constitution et sur les questions de la création du Sénat et de 7 ans de mandat ne pose aucun problème pour le développement de notre nation. À plus forte raison, ça vient renforcer d'abord la gouvernance au niveau exécutif, ça vient intégrer, je vais dire, la paix au sein donc de l'appareil gouvernemental et permettre au président de la République
d'évoluer sans pourtant se donner la peine aussi d'être combattu. Parce que lorsque tu es combattu, on cherche, la première des choses, on cherche à se défendre. Et dans cette quête de défense, il n'y a rien à faire, nous perdons beaucoup de temps. Mais n'est-ce pas l'essence du jeu politique? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça serait trop facile. Non, ce n'est pas trop facile. Aujourd'hui, nous avons besoin de faire développer notre nation. Nous avons besoin d'aller très vite et atteindre aussi un niveau donné et permettre à nous-mêmes quand même de jouir un peu avant de laisser la maison à nos enfants. Donc, si nous devons rester sur l'éternel recommencement en termes donc de chantier pour le développement donc de notre pays, vraiment, on va passer encore plus de 100 ans sans rien faire. Mais si vous avez un cheval, donc, vous avez un cheval bien dressé et tout ça, sans qu'on les guillonne un peu, est-ce que le cheval peut véritablement courir, peut avancer comme cela se doit? Si un président de la République se dit, écoutez, j'ai la paix du cœur, personne ne peut rien me faire et tout, est-ce que ce n'est pas le libre à la monotonie, à la léthargie? Non, dans le même temps, la création du Sénat régule tout ça et pourra le ramener à l'ordre. C'est lui le président de la République. Oui, c'est lui le président de la République. Mais la loi constitutionnelle permet au Sénat de ramener à l'ordre le président de la République pour dire ce que tu fais, c'est pas bon. Si ce qu'il fait est bon, pourquoi alors le ramener à l'ordre? Ça va être juste un avis. Il lui est plausible d'accepter ou de suivre ou pas. Non, mais en réalité, quel président nous avons connu qui a fait comme il veut? Et bon, non, c'est pas ça. Non. Non, les 1 an qui va lui rester pour finir, il aura chaud. Parce qu'on a permis quand même que sur les 7 années, au moins la dernière année, toutes les voix peuvent se soulever. Vous comprenez? Et donc, l'essentiel est que nous évoluions. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller plus vite sur la question du développement. C'est de permettre à ceux qui sont au pouvoir de faire dérouler leur projet de société et pas d'empêcher, mais plutôt de ramener les anciens à ne pas s'ériger tout le temps opposition, parce que celui qui a déjà dirigé une maison, vous ne pouvez plus rien lui cacher. Vous comprenez avec moi? S'il est votre opposant, c'est qu'il n'y a rien à faire et ça sera chaud. Lorsque je maîtrise quelque chose et que tu veux me dribbler ou tu veux me faire comprendre que c'est toi qui connais, non, moi je peux te démontrer par A plus B qu'en réalité je connais là où tu vas. Et donc, cette opposition qui s'installe des fois nous empêche de vite évoluer. Vous savez, c'est vrai, on ne peut pas sauver le cœur de quelqu'un, mais si tous les Béninois se mettent dans la dynamique du développement, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. Il y en a qui pensent que Patrice Talon a voulu de ces réformes-là pour nettoyer l'écurie, pour dresser la voie aux jeunes, pour essayer d'assainir un peu la classe politique avant de partir, parce qu'il a eu le temps, comme vous l'avez dit, de vivre certaines expériences. Est-ce qu'on en avait véritablement besoin? Amener la jeunesse et la vieille classe politique, vouloir véritablement tout changer, est-ce qu'il n'y a pas de risque là? Cher frère, il n'y a aucun risque. Je vais vous dire pourquoi. Un bon père, moi je donne des exemples terre à terre, un bon père à la maison, j'ai dit un bon père, ne peut que laisser une très belle maison à ses enfants. Une maison bien assainie. Et donc, si le président Patrice Talon est dans cette posture de dresser le chemin, de baliser le chemin à la jeunesse, et leur laisser le pouvoir de gérer, et par ricochet, dit qu'il va s'asseoir quelque part pour conseiller, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Notre seul rôle maintenant, c'est de le remercier. De le remercier, de prier pour lui. Il a mieux fait. Personne ne pouvait croire. Même jusqu'à des semaines passées, certains me disent, Laurent, avec ce qui se passe là, est-ce que vous êtes sûr que le patron veut laisser la main? C'est des questions récurrentes que nous vivons tous les jours. Je dis, attendons voir. Et qu'est-ce que vous leur dites? Voilà, quelle est la réponse? La réponse, elle est toute simple. Attendons voir, c'est trop vague. Oui, attendons voir. Mais là, mais depuis plus d'une semaine, je n'ai plus cette question. Ah oui? Non, il n'y a plus cette question. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a de flair. D'accord? Il sait qui sent bon et qui sent pas bon. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous faisons des activités où des grandes personnalités nous disent vraiment
avec ce choix, on n'a pas d'opposition à faire. D'accord. Le Sénat est présenté comme un instrument pour réguler, Ouais. pour discipliner aussi les acteurs politiques. Dans leur activisme, parfois il leur arrive de faire certaines déclarations. Le Sénat est là pour dire non et aussi pour sanctionner. En quoi les hommes politiques ont besoin d'être disciplinés? Les formations politiques jouent quel rôle? Première chose, le Sénat n'est pas là pour réguler. L'organe institutionnel qui sert de régulation, c'est la Cour constitutionnelle. Le Sénat n'est pas là pour sanctionner. Nulle part on a dit que le Sénat sanctionne. Ah oui, nous avons entendu. Hein, Non, vous avez entendu, mais officiellement que le Sénat peut en tant retirer. qu'intellectuel, on ne peut pas nous fier à l'opinion publique. Nous devons nous fier aux documents. Mais ceux qui l'ont voté le disent. Qui? Ceux qui l'ont voté le disent. Qui? Les députés le disent. Quel député? Nous en avons reçu. Quel député? Qui ont estimé que le Sénat peut Oui. prendre une décision et Oui. peut-être demander à un acteur politique de lui retirer son droit de vote, par exemple. Non, dans quel Parce cas? qu'il aurait déclaré, ils ont donné des exemples, hein, que par le passé on entendait un président qui dit je ferai descendre les miens de je sais quel pays. Mais c'est ça, Ils ont donné des exemples. Non, lorsque vous venez à un parjure, on peut vous sanctionner. Vous comprenez? Je vais faire venir les miens. Ça veut dire qu'on n'est pas ensemble? On est divisé? Non! Ça, c'est déjà un parjure. Vous comprenez ce que je dis? Et donc, ça, la sanction dont on parle, c'est de prendre des dispositions pour que tu ailles t'asseoir chez toi. Mais ça reste une Tranquillement. sanction. Ça reste une sanction. Non, mais ça, ce n'est pas On une empêche sanction. d'opiner désormais. Non, pas d'opiner. On n'a pas empêché d'opiner. Ça, ce n'est pas une opinion. Lorsque vous dites, Non, ça, c'est... va t'asseoir. Non, ça, c'est pas, Va t'asseoir. c'est pas une opinion, chers journalistes. Je vous dis, ça, c'est un cas extrême. Ça ne coupe pas les rues. C'est des cas extrêmes. D'accord? Allez. Le Sénat est là pour donner des orientations sur les différentes lois qui doivent être votées dans le pays, pour que cela puisse servir au gré donc de la population, sinon à la volonté de la population. Il est là pour conseiller le président de la République sur certains points de développement et qui pourra très facilement faire évoluer le développement de notre pays. Et donc, du coup, le Sénat n'est pas là pour réguler ni pour sanctionner à son gré. Non, voilà. Laurent Zomaï, nous allons parler de vous. Nous allons parler de votre plateforme Jeunesse Wadaï. On l'entend un peu partout dans le pays. Vous êtes très actif pour porter Romuald Wadaï au pouvoir. Alors, dites-nous, hein, pourquoi avoir pensé à une plateforme Jeunesse Wadaï? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La plateforme Jeunesse Wadaï est une suite d'organisations que nous avons mises en place depuis près de 9 ans, donc depuis 2017, et qui continue donc de travailler, et qui aujourd'hui nous avons voulu mettre tout le monde ensemble, et en mettant tout le monde ensemble, nous avons voulu que cela soit, et cela donne une connotation générationnelle. Et c'est pourquoi nous nommons cela plateforme Jeunesse Wadaï. 9 ans, vous avez dit. Oui, depuis ça veut 2017. dire que vous avez déjà prédit ce qui va se passer en 2025, c'est ça? 26, bien sûr, parce qu'en toute chose, il faut travailler. Vous êtes basé sur quoi? Sur la compétence et la qualité de l'intéressé. Peut-être quelques confidences aussi. Bon, pas autant. Mais qualité. Parce qu'on se rappelle que c'était ont très tôt annoncé la candidature de l'homme et il a rétorqué. C'est passé même pas devant une juridiction pour dire attention, je n'en veux pas. Mais vous, depuis 9 ans. Oui, depuis 9 ans, nous ne travaillions pas en annonçant la candidature de X ou de Y. Non, mais notre travail, suivez, notre travail vous connaissez très bien la période de CCJ, cadre de concertation des jeunes. En fait, nous travaillons pour la jeunesse. Et on travaillait pour que le chef de l'État, lorsqu'il va vouloir partir, et nous on pensait même déjà en 2021, vous voyez, en 2017, là, on pensait qu'en 2021, puisque il avait parlé d'un mandat unique, voilà. Et on travaillait pour que, en notre sein, quelqu'un de qualité, quelqu'un qui a la posture, puisse prendre le pouvoir et faire une petite démonstration à nos parents, à nos aînés. Excusez-moi, griffes, qui dans nos causeries nous disent, vous n'êtes pas encore prêts. La jeunesse n'est pas encore prête. Et donc, nous, on travaillait en Saoudi, mais on n'a jamais annoncé la candidature de Romuald Wadaï.
Mais je pense que tout l'appareil politique, oui, tout l'appareil politique de notre nation, de notre pays, savait que cette machine travaillait pour IS. D'accord? Ça dépend des affinités. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce groupe-là s'est élargi et a permis à d'autres de faire leur adhésion et donc de se fédérer. Et aujourd'hui, nous sommes environ à 150 quelques groupes, puisqu'il y en a des petits groupes, des grands groupes, il y en a plein. Mais nous mettons tout le monde ensemble pour que la génération que nous constituons puisse vraiment apprendre à travailler ensemble. Et aussi pour ne pas heurter la sensibilité donc au niveau des partis politiques, surtout avec les nouveaux tests du système partisan. Justement. Qui ne nous donne pas prérogative en tant que tel d'animer la vie politique. Déjà là, vous faites cette question. Mais non. Nous sommes aussi des acteurs politiques, nous sommes aussi des responsables au niveau donc, de nos partis politiques. À la date d'aujourd'hui, aucun parti politique ne peut se lever pour dire tel est le candidat et donc et commencer par faire la campagne. Il n'y a que nos jeunes au sein donc de ces partis politiques. C'est pourquoi il y a même, en notre sein, il y a même des jeunes démocrates qui nous rejoignent. Vous voyez? Et donc, nous pouvons parler. Et quand nous parlons quelque part au nom de nos partis politiques. Puisque nous sommes de ces partis politiques. Tout ce que nous faisons en réalité sera reversé aux partis politiques. Lorsque le candidat sera élu, on ne dira pas que c'est tel mouvement qu'il a élu. Non. Puisque légalement, c'est les partis qui l'ont choisi, c'est les partis qui l'ont proposé. Mais c'est pas assez clair pour justement. Nous sommes en totale confusion parce que vous l'avez dit, avec la réforme du système partisan, ce sont les partis politiques qui ont justement la possibilité d'animer la vie politique. Alors, ce faisant, avec cette plateforme, est-ce que vous ne rivalisez pas avec les formations politiques? Non, du tout pas. Mais on anticipe. On anticipe. Sur l'incapacité à mobiliser? Non, pas sur l'incapacité. D'accord. On anticipe sur la vivacité que nous devons introduire dans l'instinct des Béninois que tel est candidat. Et donc, nous devons le soutenir. Alors, et encore mieux, ce que j'ai dit, excusez-moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce que nous faisons là, c'est à reverser à nos partis politiques. Alors, est-ce que vous serez assez humble pour accepter cela? Nous savons que sur le jeu politique, qui ne travaille pas ne revendique pas une victoire. Vous l'avez dit que depuis 9 ans, vous travaillez déjà. Et vous pensez qu'en 2026, quand on va proclamer les résultats, vous allez estimer que le travail que vous avez commencé par faire depuis 9 ans, que ce sont les partis politiques qui l'emportent facilement comme ça? Non, c'est légal. C'est ce qui est légal que je dis. Et tout ce que vous aurez investi? Légalement, nous ne portons pas le candidat. Vous êtes d'accord avec moi? Légalement, nous ne portons pas le candidat. Mais légitimement, en tant que jeune, et lui-même jeune, nous avons le devoir de l'accompagner. Mais au niveau des partis politiques, il y a des mouvements de jeunes. Chaque formation politique a des mouvements de jeunes de masse, de femmes, de jeunes. Il y a des écoles qui forment les jeunes. Et puis tout ça. Nous y sommes aussi. Mais cela n'empêche pas que nous nous prenions déjà le devant. Commencer par organiser nos machines. Et qu'en son temps, nous travaillons les mains dans les mains avec nos partis politiques. Alors, vous savez, il y a des gens sur le terrain qui sont restés tout le temps indécis d'appartenir à des partis politiques. Justement. Et pour de bonnes raisons. Deux, il y a des associations où il y a des gens de la société civile qui n'appartiendront jamais aux partis politiques. Mais ils ont de l'estime pour le candidat. Il faille forcément les mettre quelque part. Mais comme ces jeunes vous rejoignent et qu'à la fin du combat, il faut redistribuer les cartes, comme on le dit, les gains politiques. Ils ne se retrouvent ni dans les formations politiques. Ceux qui ont mouillé le maillot sur le terrain. Ah oui, ils n'allaient pas refuser. Ils ne vous rejoignent pas parce que ils ont juste envie de faire de la politique. C'est forcément pour une raison. Je vais nous rappeler ceci. D'accord. Pendant les 10 ans de Patrice Talon, les partis politiques se sont un peu fâchés, ou ceux qui se disaient les premiers se sont un peu fâchés parce qu'ils n'ont pas eu de très bonnes positions, ou bien quand on parle, il n'y a pas eu trop de nomination, il n'y a pas eu trop de remaniement ministériel. Et si nous voulons faire développer notre nation, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas forcément dans les partis politiques qu'il y a les compétences. Pas seulement dans les partis politiques. Oui, pas seulement dans les partis politiques qu'il y a des compétences. Il y a des compétences dans la société civile. Il y a des compétences ailleurs qui ne sont ni société civile ni partis politiques, qu'il faut aller rechercher. L'essentiel est que nous travaillons avec les Béninois pour faire développer le pays. Donc c'est ce qui est plus important. Nous ne travaillons pas forcément
pour qu'au lendemain de l'élection de Romia Douadani, qu'on se retrouve ministre, qu'on se retrouve DG. Nous serons plus satisfaits le jour où on va le faire asseoir en tant que président de la République. Nous serons plus satisfaits de voir que notre choix que nous avons porté depuis plusieurs années. Je veux bien vous croire, Laurent Zomaï, Oui, justement. Qu'est-ce que vous gagnez personnellement à être à la tête de cette plateforme, à bouger, à mobiliser des jeunes? Ce que je gagne d'abord... Vous espérez aussi... ce que je gagne d'abord, c'est le sentiment de voir tellement de personnes autour de moi apporter notre choix. Ça, c'est le premier sentiment que j'ai. Je me sens très heureux. Deuxième chose, l'autre sentiment, c'est que nous avons rêvé et qui bientôt sera réalité. Ça, c'est le second sentiment. Le troisième sentiment, c'est que nous sommes sûrs et convaincus qu'avec lui, le Bénin ira très loin. Vous savez, lorsque vous réussissez pour un examen, même si ce n'est pas avec une forte moyenne, on a une satisfaction morale. Lorsque vous êtes enseignant et que vous avez enseigné 50 étudiants, et que les 50 sont allés à l'examen, les 50 sont admis, on a une satisfaction morale. D'accord. Donc, nous avons... Non, moi, mon dernier sentiment, c'est une satisfaction morale. Allez, et le tout dernier, c'est que c'est la certitude d'être peut-être reperché à un poste ministériel. Peut-être. Vous savez, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas forcément si ça arrive un poste ministériel. Si ça arrivait. Si ça arrive, je suis un Béninois. Si j'ai les capacités de tenir, il n'y a pas de problème. Vous refusez d'admettre que vous rivalisez avec les partis politiques sur le terrain. Mais alors, quelles sont les activités que vous menez et quelles sont vos cibles? Quels sont les éléments de langage que vous passez sur le terrain? Oui, les activités que nous menons, c'est la mise en place des machines qui vont nous permettre... Ça fait politique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce que les partis politiques aussi font. Bien sûr, mais je dis actuellement, ils sont tellement occupés. D'abord. Vous savez, depuis... C'est Biotiané qui vous l'a dit? C'est Joseph... Non, on est dedans. On est dedans. Vous savez, le temps de constituer des listes, c'est pas chose facile. Bien avant ça, vous êtes sur le terrain, M. Zomaï. Oui, mais ils étaient toujours occupés? Non, on a commencé quand? On a commencé en octobre. Ce qu'on faisait avant, ce n'était pas au nom de Jeunesse Ouadani. C'était des organisations, et ça, on ne refuse pas ça à personne. Et on n'a jamais donné une connotation politique à cela. Vous voyez, on n'a jamais donné une connotation politique à cela. Mais aujourd'hui, il y a quelques semaines qu'on a commencé, puisque les partis politiques sont très occupés par la constitution des listes. On en fait partie aussi, puisque j'ai passé plusieurs nuits au siège, j'ai passé plusieurs nuits à la Sénat, et donc du coup ce n'est pas aussi facile. Vous êtes membre de quelle formation politique? Je suis membre donc du Bloc républicain, je suis membre du bureau politique du Bloc. Vous avez été positionné sur quelle liste? Comme les communales ou les législatives? Non, je ne vais pas aux élections, parce que j'ai tellement d'autres choses à faire. D'accord. Oui, les activités que vous menez, vous rassemblez les jeunes, c'est ça? Qui d'autre? Oui, vous avez parlé des cibles. Les cibles, je l'ai cité ici tout à l'heure. Donc, c'est nos organisations, nos jeunes qui nous entourent, les mouvements, les différents mouvements, les associations, les gens de la société civile, et puis les indécis qui ne sont jamais... Alors, vous soutenez quand même, tout à l'heure, sur ce plateau, qu'on est en train de faire la promotion des jeunes, et d'ailleurs, vous retorquez cette phrase, les jeunes ne sont pas encore prêts. Alors, comment on explique qu'avec votre activisme, vous ne soyez pas positionné sur une liste, ni pour les communales, ni pour les législatives, dans votre circonscription électorale? Je l'ai dit aussi quelque part tout à l'heure, et la question de candidature revers deux possibilités. La première, c'est une question de mérite. Lorsque vous êtes dans un dispositif politique, si vous devriez être porté candidat, c'est que vous le méritez. Donc c'est qu'à l'instant là, si on ne vous met pas, ça peut porter en torse ou ça peut d'office c'est l'échec. Donc sur votre cas, vous ne méritez pas? Non, ça c'est le premier cas que je vous dis. Le second cas, c'est le choix. D'accord. Je choisis d'être candidat, comme je peux choisir de porter des candidats. Vous savez, et il va falloir qu'à un moment donné, que nous apprenions à laisser le pouvoir. C'est très important. Et nous, on a voulu donner cet exemple. J'ai fait un mandat à la mairie de Lokossa, où je suis en train de faire un mandat, je n'ai pas encore fini. J'ai encore quelques jours. Et il m'a plu qu'à côté de moi, j'ai
un frère très dynamique que j'ai bien envie de mettre. Parce que... Un jeune qui porte un autre jeune. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, parce que j'ai caricaturé tellement d'abord confiance en lui et je compte sur sa capacité de mieux faire. Et donc, je lui laisse ma place. Et lorsque je l'ai dit, même les responsables de mon parti étaient très étonnés. Très étonnés, mais je les ai rassurés que je ferai le travail, même si c'est à sa place. Mais il doit réussir. Alors, pour, comment on dit, les circonscriptions dont vous avez connaissance, au niveau des formations politiques, vous pensez qu'ils ont vraiment misé sur des jeunes de façon globale? Bien sûr. Bien sûr. Et même il y a 3 mois, notre président de parti a sorti une note et insisté sur la candidature des jeunes dans toutes les circonscriptions électorales. Je pense que cela a été respecté. Alors, vous avez décidé de laisser votre place à ce jeune-là, de le porter pour des raisons enfin, pour le remercier, ou plutôt vous avez d'autres promesses qu'on vous a faites, que vous attendez plutôt? Du tout pas. Vous savez, pas de promesses, du tout pas. Moi, je travaille avec conviction. Je travaille avec conviction et je suis heureux comme ça. C'est un discours politique qu'on entend sur beaucoup de lèvres d'acteurs politiques. Hein. Bon, c'est possible. C'est possible, même moi, je vous parle avec foi. Je vous parle bien sûr avec foi. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je peux, des fois, à des moments donnés, lorsque vous pensez que vous avez 2 choses et que l'autre n'en a pas un ou une, il faut lui en donner. C'est le plus important. Et j'ai dit tantôt que j'ai bien envie de donner une leçon, tout au moins dans ma localité, pour des gens qui ont déjà fait 3, 4, 5 mandats, et qui tiennent toujours fatigués, et qui n'ont trouvé personne autour d'eux. Je dis bien sûr personne. Vous avez des exemples? Non, que je n'en donnerai pas. Mais donnez, parce que... 20 ans. Monsieur 25 le ans. mais... Excusez-moi, monsieur le journaliste, ce que je dis, Oui. ça devrait nous intéresser. C'est très important. Vous comprenez? 25 ans. Et autour de moi, je n'ai trouvé personne que je peux porter. Donc moi, je suis là pour que les gens me portent tout le temps. Ça pose un problème. J'ai bien envie de donner cette leçon à mes aînés. De votre circonscription électorale? Oui. Et même de tout le Bénin. Oui. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État est dans cette dynamique aussi? Parce que sur les listes, on a vu quand même beaucoup de personnes qui sont parties. De certain âge, qui sont revenus. Pas des jeunes ou pas d'autres acteurs politiques. Vous pensez que c'est la même vision qui guide un peu le chef de l'État? Je reviens pour vous dire que le chef de l'État est dans la même dynamique. La preuve, lui-même, il est en train de partir. 2, il y a beaucoup qui sont partis. Beaucoup sont restés. Mais j'ai dit tantôt que la politique, dans la politique, pour la constitution d'une liste, il y a 2 passerelles. Soit vous méritez, soit vous faites le choix. Vous comprenez? Le chef de l'État, à des moments donnés, lui, dans son analyse, peut voir que tel mérite toujours. Si on ne le met pas, ou les partis politiques, je ne vais pas dire chef de l'État, si les partis politiques, si on ne le met pas, on va échouer. Parce que c'est un challenge. Au fait, il y a l'UP, il y a BR, il y a FCBE, il y a Démocrate. Et donc, du coup, si on ne met pas telle personne, l'autre va nous battre. Cela peut les amener à garder toujours quelqu'un qui a déjà fait 5 ans, 5 mandats, 4 mandats. Mais normalement, il revient à l'intéresser. Monsieur le Président, je désiste, je donne mon poste à tel jeune que je soutiens. Tel ou tel. C'est ce que je dis. Et c'est important. Dans 7 ans, je peux revenir candidat. Mais pour le moment, je passe dans la main. Mais pourquoi les partis politiques ne règlent pas ce problème? Écoutez, on vous positionne aujourd'hui, vous allez faire au plus 2 mandats et le 3e mandat, vous laissez votre place à une autre personne qui mérite également. Dans les positionnements chez moi, j'étais là quand on nous a envoyé la première liste. Il y a des noms que je n'ai pas vus. Mais ils ont été élus déjà 2 fois à la mairie. D'un même arrondissement, les 2. J'ai demandé à savoir pourquoi. On me dit, pour le mandat passé, ils ont fait un contrat entre eux. Ils ont dit, vous allez la seconde fois, mais prochainement, vous n'allez plus. C'est ça. C'est les jeunes comme moi. Oui, c'est les jeunes comme moi. Il y a un peut-être bon, on a le même âge, l'autre, même s'il me dépasse, c'est 5 ans ou plus. Et ils se sont retirés. Ça, c'est un contrat entre eux. Comme vous l'avez dit, les partis politiques misent sur qui il faut pour gagner. Pour gagner.
C'est la différence. Même si la personne tient une canne et que c'est ça le parti va mettre pour gagner, c'est ça il mettra. Mais il revient à celui qui tient la canne de dire je suis militant, j'ai bénéficié déjà d'un mandat, de 2 mandats, de 3 mandats, je m'éclipse, mais je mets tel. Est-ce que cela ne pose pas la question, le problème pour la formation de la relève? Je vais donner l'exemple sur moi-même. J'ai attendu, mon nom était sur la liste. J'ai d'abord attendu. Mon nom était sur la liste. Et je dirigeais ou je portais la liste. C'est au dernier moment que je suis allé pour dire remplacer mon nom par tel. Je me suis laissé positionner d'abord. C'est ça. Pour garantir la place. Pour garantir la place. Je dis, mettez-moi telle personne, je bats campagne pour lui. Ce que je voudrais que l'opinion publique retienne et que les gens apprennent à passer la main. Alors, on entend souvent les jeunes revendiquer des positionnements au niveau des listes. Alors, vous pensez qu'il suffit juste d'être jeune, de militer dans une formation politique pour exiger cela? Non. Non. Vous n'avez pas forcément besoin de militer. Si dans votre environnement, les actes que vous posez, la capacité que vous avez, si votre population pense que vous pouvez être porté à diriger une élection ou à diriger un mandat dans votre zone, tout le monde peut vous porter. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la politique, mais qui sont portés. Exemple, celui qui me remplace. Je peux vous renseigner. Il n'a jamais tenu un meeting. Mais puisqu'il a la capacité. Mais est-ce que cela ne va pas frustrer d'autres personnes qui ont milité, comme on le dit, qui ont mouillé le maillot et qui espèrent être positionnés à l'arrivée? Qu'est-ce que nous voulons dans un parti politique en tant que militant? Vous savez, la différence c'est quoi? Nous, on a eu la chance d'être militants très tôt. Dans les petites associations, les petits groupes à l'école, à l'université, au quartier, dans notre région. Et lorsque vous êtes militant, la première chose qu'il faut rechercher, c'est de gagner. C'est pas vous. Au fait, votre groupe doit gagner. Et c'est là, je vous dis, ce qui se passe aujourd'hui, l'élection de Roméa d'abord, est une satisfaction morale. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, même si vous êtes malade, vous êtes d'abord guéri pour quelques jours. Alors, dites-nous le constat qui se dégage du terrain lorsque vous faites le tour un peu. C'est vrai, avec la désignation de Roméa Wada, il y a une grande euphorie que cela a suscité dans l'opinion. Mais après, quel est le constat maintenant sur le terrain? Oui, tout de suite. Sincèrement, monsieur Laurent. Oui, en toute franchise. Oui, tout de suite. Quand vous allez à la rencontre de cette communauté, je suis d'accord. On vous parle aussi. Il y a eu dès la première semaine de son choix, il y a eu plus de 50 mouvements qui sont nés dans la même semaine. Il y a eu vraiment d'euphorie, comme vous l'avez dit. Et à la date d'aujourd'hui, tout le monde est focalisé d'abord sur les élections communales et législatives. Donc il y a eu un silence plat. Seul, peut-être nous, notre mouvement... Un silence où je veux dire peut-être on observe. Oui, tout le monde observe. D'abord, il y a certains qui attendent donc des positionnements. Et cela pourrait conditionner l'activisme. Absolument, très bien. Je suis d'accord avec vous. Je suis pleinement d'accord. C'est le calcul politique. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a d'abord un silence plat. Les gens veulent aller d'abord aux élections pour voir s'ils vont réussir. S'ils réussissent, est-ce qu'ils feront confiance à M. Leur activisme va s'augmenter. Ceux qui ne vont pas réussir, bon, nous avons notre technique de les ramener. Ah voilà, oui, de quelle façon? Non, on est politique. On est politique. Je suis dedans il y a au moins 20 ans. Oui, cela devrait se comprendre comme oui, mais si nous arrivons à... Par un discours, par un débauchage, par quoi? Oui, non, mais il faut convaincre. Il faut convaincre. Il faut parler à l'autre. Allez-y, monsieur, d'abord sur les constats. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un silence plus ou moins plat, parce que tout le monde est focalisé d'abord sur les élections. D'abord sur les listes qui viennent donc de passer, sur les élections législatives et les élections communales, vous voyez. Et puis, vous savez, il n'y a pas un moyen derrière. Donc, être sur le terrain de façon permanente n'est pas permis à tout le monde. C'est vrai. Ah oui, il faut être vraiment engagé. Donc, il y a des gens qui ont fait une sortie, bon, il y a tel mouvement. Sinon, après ça, il y a un silence plat, on les invite, on les intègre ici. Mais comment vous faites alors, puisqu'on vous voit pratiquement un peu partout, dans tout le Bénin? Comment vous faites? Oui, heureusement, nous avons des gens où nous sommes vraiment convaincus. Nous sommes vraiment convaincus et nous amenons les gens aussi à être convaincus. Donc les mouvements qui naissent ou qui existaient, nous les appelons, on travaille avec eux. On a besoin d'être ensemble pour travailler en synergie,
pour que les partis politiques ne se sentent, pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens, en un mot. Nous voulons être concentrés, tous ensemble, et faire le travail. Et voilà. Mais quel est le discours qui est porté à l'endroit de ces communautés que vous citez? Oui, nous, notre génération, la première communauté, c'est notre génération. Hein, nous avons un des nôtres qui est porté à ce niveau. Notre seul devoir, c'est de travailler avec lui, c'est de travailler pour lui. C'est de travailler d'abord à relever un défi démocratique, qu'est d'abord le taux de participation aux élections. Vous avez des doutes que cela serait faible? Bon, on n'a pas. Donc, depuis quelques mandats, vous comprenez avec moi, les Béninois n'aiment pas sortir. Bon, pourquoi j'irai voter? Il y a une explication à ça? Non, l'explication, au fait, c'est la désinformation. C'est la désinformation qui s'installe donc du côté de l'opposition. Pourquoi vous n'agissez pas pour... Non, je ne peux pas être pour la chose et désinformer. Non, pour renverser la tendance. Non, je ne peux pas. La vérité n'est pas toujours dans la mouvance aussi. Non, mais je ne peux pas être pour quelque chose et désinformer. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est clair. Non, c'est vous qui le dites. C'est clair. Ou non, c'est pas moi qui le dis. Vous avez peut-être des gens dans vos rangs qui intoxiquent aussi. Vous pouvez intoxiquer Canal 3. Vous ne pouvez pas. Vous êtes dedans, vous ne pouvez pas. Donc ceux qui sont dedans ne peuvent pas intoxiquer. D'accord? On peut se fâcher. La mouvance, on sait. Non, on peut se fâcher. Mais en revanche, qu'est-ce que vous faites pour rétablir, pour renverser la tendance? C'est ça. C'est le travail que nous faisons de façon permanente. Est-ce que ça prend? Ah, énormément. Non, vous suivez avec moi. Énormément. Même demain, je suis à énormément. Est-ce qu'on ne va pas attendre peut-être l'élection pour savoir si véritablement ça prend, pour voir le taux de participation, pour voir un peu les suffrages qui seront exprimés? Est-ce qu'on ne va pas attendre? Oui, mais puisque nous ne sommes pas nouveaux sur le terrain. On a été sur le terrain, on est sur le terrain, on sera sur le terrain. Et donc, du coup, ce qui, aujourd'hui, l'engouement, nous sentons cela. Et j'ai reçu une 50aine d'acteurs de la société civile. Et vous imaginez, il y en a parmi eux qui ont dit, tout leur groupe là, les 2 derniers mandats, ils n'ont pas voté. Et pourquoi? Oui, mais parce qu'on les a intoxiqués. C'est-à-dire, c'est compliqué. Est-ce que c'est ceux qui sont repartis de chez vous, rassurés? Non, c'est eux-mêmes qui sont venus. C'est eux-mêmes qui sont venus. Les mêmes personnes savent très bien que ce qu'il fait est bon. Mais puisque c'est le jeu politique, il faut blâmer l'autre pour avoir le pouvoir. Vous voyez, il faut blâmer l'autre pour avoir le pouvoir. Demain, si c'est eux qui prendront le pouvoir, vous ferez même. C'est vite fait. Et on va gagner encore le terrain. Maintenant, ce faisant, est-ce que ça avance, ça fait avancer le pays? C'est ce qu'on est en train d'arrêter. C'est cette saignée-là qu'on est en train d'arrêter. Nous pensons que vous êtes dans des positions, en tant que journaliste, communicateur. Il faut commencer par faire des débats sur ça, les matins, sur Actu Matin, pour que nous puissions vous suivre, que nos parents aussi puissent. Allez, merci pour cette proposition. Mais comment votre plateforme gère les frustrations? Vous savez, il y en a sur le terrain, surtout après ces positionnements, il y aura des frustrés, il y aura des mécontents qui vont, disons, jurer de ne pas travailler. Comment est-ce que vous gérez ça quand vous tombez sur des cas pareils? Oui, malheureusement, il faut avouer, nous, en notre sein, nous ne sommes pas un parti politique, donc c'est pas trop mêlé à ça. Non, mais si les gens viennent vers vous et posent des problèmes, ils ne vont pas nous poser des problèmes pour être candidats sur une liste. Ce qui nous rassemble... Mais il y en a qui viennent vous voir. Ah, président, voici le dossier. J'ai ma réponse. Président, passez un coup de fil. J'ai ma réponse que je leur donne. C'est quoi la réponse? Non, je vais en venir. Monsieur le journaliste, il faut avouer que ce qui nous rassemble, c'est les élections présidentielles. Dans notre agenda, après le 6 décembre, nous suivons à toutes nos activités politiques de jeunesse Waragne. Et on va permettre à tout le monde d'aller sur le terrain pour se faire élire député au maire et revenir maintenant. En janvier, on revient. Et on redémarre notre machine. C'est la différence. Maintenant, je suis du bloc républicain. Ceux qui sont du bloc républicain dans le lot, si j'ai d'appui à leur apporter, ça, ce n'est pas à marchander. Dans ma position, si je peux appeler le président, notre président de parti, pour dire dans telle localité, et nous pensons que si vous mettez telle personne, c'est une opinion. Quitte à lui de prendre ça en compte ou de ne pas prendre en compte. Mais souvent, généralement, ça marche. Bon, si on a écouté. Comment utilisez-vous les informations récoltées sur le terrain, les plaintes, les besoins,
pour aider le candidat à réajuster sa manière de faire, son programme éventuellement, à réajuster son discours, parce qu'il sera bientôt sur le terrain. Oui, bien sûr. Tous les jours que on a une commission qui est en train de faire ce travail et au cours donc de nos sorties, il recense donc ces difficultés et nous on demande en même temps les approches de solutions, zone par zone, région par région, et qu'on va lui transmettre. Ce qui lui servira quand même non seulement d'améliorer, ou je ne vais pas dire d'améliorer, d'orienter son discours sur le terrain, mais aussi, après son élection, de savoir ce qu'il doit faire pour satisfaire tous les Béninois. Mais comment vous le présentez, le candidat? Puisque pour certains, il était connu, il est resté toujours la tête dans son guidon au niveau de son ministère, il n'est pas connu politiquement sur le terrain. Vous savez ce que le Béninois dit, le politicien est connu? C'est quand il n'est pas présent tout le temps à faire comme ça, à partager. C'est ça. Vous êtes mais notre candidat est resté zen et très sociable pour ceux qui le côtoient. Ah oui, il est sociable. C'est pour ceux qui ont la chance. Oui. Moi, je dis, mais vous ne pouvez pas côtoyer tout le monde. Il ne peut pas côtoyer les 12 millions d'habitants, c'est pas possible. Et donc, du coup, il est très sociable, mais c'est un travailleur. La différence, c'est ça. Occupé par le travail, à telle enseigne que... Mais il a une autre qualité. Lorsque vous lui envoyez un message et qu'il a la réponse, c'est à la seconde. S'il ne vous dit rien, sachez qu'il n'a pas la réponse. On va tester ça tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, quand vous écoutez les jeunes, est-ce que vous pensez que dans leur façon d'aborder le profil du candidat, vous pensez qu'il s'identifie facilement? Beaucoup même. Aujourd'hui, par exemple, j'étais avec une grande autorité qui visiblement va siéger aussi au Sénat et qui dit qu'il a suivi depuis son enfance. Il a suivi depuis son enfance, depuis qu'il était étudiant et depuis qu'il était à Deloitte. Il a suivi également pendant les 10 années là qu'il est en train de faire au gouvernement et qu'il est resté constant. Il n'a pas changé. Très poli, travailleur. Il lui donnait tellement de qualité, j'étais là, je bavais quoi. Et donc du coup, que son choix le choix de celui-là, de ce jeune-là. Et vous avez pris ça comme parole d'évangile? Bien sûr, parce que je ne voudrais pas vous dire le nom de celui qui l'a dit. On n'en a pas besoin, mais c'est pour dire, est-ce que c'est pas parce qu'il est choisi maintenant que tout le monde le lance? Non, il est allé plus loin, il dit que c'était son choix. Bien avant que tout se calme. Et il a attendu seulement cette période-là? Non, il a exprimé, on lui a rendu même visite parce qu'il a exprimé sur les réseaux sociaux au lendemain donc, du choix. Il dit, mais si c'est ce choix, il s'aligne. Si je vous donne le nom, vous saurez que vraiment, en tout cas, l'exemple que vous donnez, c'est ce que nous entendons aussi un peu partout. Mais la vie nous enseigne que les personnes sur qui on porte le plus d'espoir à l'arrivée sont celles qui déçoivent le plus. En quoi Romain Wada il fera exception? Et il fera exception en toutes choses. Il fera exception en toutes choses parce qu'il a déjà démontré ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il peut. Pour celui qui sait bien lire de loin, vous devriez comprendre qu'il fait partie des acteurs, des principaux acteurs de la gouvernance des 10 ans de Patrice Talon. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'il a été identifié. Je pense. Si je me trompe. Pour sa loyauté aussi. Pour sa loyauté. Non, au-delà même de la loyauté. Sa technicité, sa constance et sa rigueur au travail. Donc vous n'avez pas peur du tout d'être déçu plus tard? Sur quel plan? Des relations humaines, des promesses. On dit souvent des collaborations politiques. Et on dit souvent aussi que le pouvoir change. Malheureusement, il ne fait pas trop de promesses. Il ne fait pas trop de promesses. Comprenez d'abord que c'est un frère. Il ne fait pas trop de promesses. Je vous ai dit tantôt, quand vous lui envoyez même un message, je ne vais pas parler d'appel. Et si Romuald, s'il a la solution, c'est à la seconde, tu n'as pas besoin de te répondre. Hein. Tu vas constater en retour tout de suite qu'il a déjà peut-être actionné automatiquement. Mais s'il ne dit rien, sachez qu'il n'a pas de réponse. Et donc, moi, je ne l'ai jamais vu. En tout cas, moi, il ne m'a jamais rien prendre l'engagement d'une promesse. Il ne m'a jamais promis quoi que ce soit. Voilà. Alors, sur le terrain, vous aurez également les éléments du parti FCBE pour la présidentielle. Vous vous concentrez sur ça, n'est-ce pas? Vous aurez la FCBE à l'Okosai environ, dans tous les cas, vous travaillez au plan national.
vous avez peur de rencontrer une opposition qui va vous faire trembler ou vous allez les écraser complètement? D'abord, une élection, c'est un challenge. Donc, nous, on travaille pour gagner. Et on ne va pas empêcher la FCB. Est-ce que c'est un adversaire que vous craignez? Et bon, moi, naturellement, je ne crains pas les adversaires. Ça, c'est moi. Et je pense que je suis en train d'inculquer ça à tous les membres donc, de mon équipe. Chacun travaille avec la conviction qu'on va gagner. D'accord, nous travaillons avec la conviction qu'on va gagner. Deuxième chose, nous, on n'est pas négatif. Nous allons gagner. Donc, c'est une victoire assurée. Oui, bien sûr, parce que nous travaillons pour gagner. Ça, là, il n'y a rien à faire. Lorsque vous voyez méthodiquement tout ce que nous faisons, et lorsque vous voyez de l'autre côté FCB jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Même si nous pouvons demander à nos aînés des partis politiques de se reposer, de nous laisser le combat, on va gagner. Ils ne seront pas d'accord avec vous? Non, mais ils seront là, ils vont nous pousser. Ils vont nous pousser. Alors, Monsieur Laurent Zomaï, depuis en tout cas l'investiture de votre candidat, votre plateforme travaille à son élection. Est-ce que vous pensez qu'il fera beaucoup mieux que Patrice Talon, qui est présenté comme un génie, qui est présenté comme un président qu'on n'a jamais connu depuis 1960, selon les acteurs de la mouvance? C'est d'abord le vœu du président de la République, Patrice Talon. C'est son vœu le plus cher. Que son fils, que son ministre, devenu président de la République, fasse mieux. Et d'ailleurs, l'enfant qui ne fait pas mieux que son père a un nom. Et donc, du coup, Romuald doit tout faire en tant que président de la République, doit tout faire pour faire mieux. Et c'est ce que veut le président de la République, Patrice Talon. Qu'il fasse mieux pour que les gens ne lui disent pas qu'il a fait un mauvais choix. Allez, nous sommes au thème de cette émission. Quelques petites questions pour vous. Combien de fois vous rencontrez Romuald Wadayi par semaine? À quelle fréquence vous le rencontrez? Ah bon, si j'ai besoin de lui à tout moment, je peux le rencontrer. À tout moment. Alors, on dit de vous que vous êtes un très proche de l'homme. Comment vous en êtes arrivé là? J'ai d'abord dit que c'est un frère. C'est un frère. Ça, c'est un Vous êtes Zomaï, il est Wadayi. Il est Wadayi, oui. Même village, même région. C'est un frère. Votre première rencontre... Et vous savez, mon parrain, naturellement, c'est son papa. C'est un oncle. D'accord. Voilà. Il y a des choses... Bon, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des gars assez repos comme ils ont. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est un parent. Ouais. Alors, pour terminer, je ne sais pas si Eric a une autre petite question, mais pour terminer... On comprend le rapprochement. Après, on se dit que votre activisme... c'est un devoir. Voilà, vous saurez en être autrement. Voilà, vous bougez beaucoup, vous rencontrez, vous menez des activités. Où trouvez-vous les moyens? C'est Wadayi qui vous les donne déjà? Malheureusement, j'ai été à cette question deux fois aujourd'hui. Vous savez, j'ai souvent la chance d'être accompagné par des gens bien engagés. Souvent, c'est moi-même qui les approche. Souvent, c'est eux qui viennent vers moi, vu mon activisme et tout, et vu le combat que je fais. Et donc, quand nous avons une activité, on fait un petit budget. Si c'est 500 000, on est une vingtaine. 50 000, 50 000, 100 000, 100 000. Et puis, notre activité, ça passe. Et c'est ce que nous faisons de façon régulière. Espérons le retour de l'ascenseur très bientôt, après les élections. Bon, il y en a avec qui on est des amis. On est des amis. Dans tous les cas, tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est pour être bien positionné. Allez. Nous sommes au thème de cette émission. Vous avez un dernier message pour les téléspectateurs? Oui, un dernier message, c'est pour dire à tous les parents et à toute la génération jeune du Bénin, et que par rapport à la révision de la Constitution, que personne ne s'enferme. Et c'est pour le développement donc, de notre nation, que personne ne vienne faire des désinformations ou des intoxications. Et deuxième chose, aux jeunes qui nous suivent, qui sont autour de nous, qui ont cru en nous, travaillons toujours. Et pour gagner, il faut travailler. Merci beaucoup. Allez, Laurent Zomaï, il est le président de la plateforme Jeunesse Wadayi. Il était sur notre plateau pour nous expliquer un peu les tenants et aboutissants de son activisme sur le terrain. Lui et puis ces jeunes-là qui portent Romuald Wadayi et qui vont travailler, a-t-il dit, pour le porter à la magistrature suprême. Nous avons fait le tour de l'actualité, nous avons parlé révision de la Constitution avec les nouveautés introduites et puis nous avons parlé de ce qui va se passer en 2026. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Eric et toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci et à très bientôt.